Ladies and gentlemen, bonjour et bienvenue dans ce nouveau journal d'un vegan. Bon, écoutez les amis, trêve de blabla, on va commencer cette semaine sans plus attendre parce qu'il y a des choses à faire, il y a des choses à dire. Je viens de mettre de l'eau à bouillir pour faire cuire des pâtes, parce que je vais en avoir besoin pour tester le produit dont je vais vous parler aujourd'hui. Et ce sujet est réalisé en partenariat avec Coro, le site de vente en ligne que j'adore, dont je vous parle tous les mois, puisque c'est un partenaire régulier et que je suis client fidèle. Et dans son catalogue, ce mois-ci, il y avait une nouveauté végane qu'il fallait absolument que je teste. Et là, vous allez comprendre pourquoi je vous ai parlé de pâtes en introduction. Le produit, le voici, le voilà. C'est un sac de râpé vegan. Alors, l'intitulé en anglais, c'est pasta topping. Concrètement, on est sur une sorte de parmesan végétal, oui, à base d'amandes, oui, mais pas que. On a aussi de la levure maltée, qui est généralement le substitut le plus simple possible pour remplacer du parmesan sur des pâtes ou dans un risotto. Ça fait bien le boulot, mais il manque quand même de la texture. Alors, l'ajout d'amandes, sachant que là on est vraiment sur une poudre, et non pas sur un bloc à râper fermenté, est-ce que ça va répondre à notre problématique? Est-ce que c'est bon? Est-ce que ça va nous apporter un goût de parmesan? Il n'y a pas de promesse dans ce sens. C'est notre imaginaire qui projette quelque chose. Donc on verra. Voilà, j'ai mis mes pâtes à cuire et on revient sur notre sujet. Le premier test est forcément le test olfactif. Donc on va regarder, enfin, je vais humer le contenu du sachet, voir si on a une note fromagère, minimum syndical. Ou est-ce que ça sent juste la levure maltée avec de l'amande? J'en sais rien. Ah, c'est marrant. La combinaison amande-levure maltée, ça me fait penser à un nez de beurre de cacahuète. C'est pas fromagé au nez, mais ça sent bon et ça donne envie. Bah, je vais goûter, juste comme ça, à sec. Oh, c'est bon. J'aime beaucoup ce que j'ai en bouche. Et oui, on retrouve le goût de l'amande salée. Mais je trouve qu'il y a le goût de ces amandes qui sont enrobées avec un petit truc pour l'apéritif. Vous voyez ce que je veux dire? Ce genre de produit. C'est plus ça, mais en poudre. Et ça se diffuse bien. C'est bien parfumé, ça donne un caractère. Alors, clairement, on est très... Enfin, il n'y a pas de lien avec le parmesan, il n'y a pas. C'est pas ça du tout. C'est autre chose. Mais c'est très bon. Donc, je vais voir comment ça réagit sur les pâtes. Est-ce que l'amande va donner une texture particulière? J'ai des doutes. Je pense que le grain que j'ai en bouche, je vais le retrouver. Mais à la fois, ça peut donner une sorte de topping sympa. Un peu comme quand on saupoudre des plats avec du gomasio. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un mélange de sel et de graines de sésame. Je retrouve plus cet esprit-là. Mais c'est bon, c'est super bon. Voilà, mes pâtes sont cuites. Juste un peu d'huile d'olive, de poivre, rien de plus. Très simple, même, on va dire, un peu triste. Mais je ne veux pas dénaturer le goût de notre mélange. On va voir ce que ça donne. Je vais être bien généreux. On est là pour ça. Puis il y a la quantité en plus. Voilà. Bon, ok. Visuellement, on a l'impression que j'ai saupoudré mes pâtes avec du parmesan. Plutôt le parmesan sec en poudre que du parmesan frais, c'est vrai. Mais ça fait l'illusion. On sait déjà que le goût sera pas là. On le sait. Donc, c'est pas grave. Je vais mélanger un peu. Là, la poudre adhère bien aux pâtes. Comme il n'y a pas grand-chose dessus. C'est pas mal du tout. J'ai bien fait de tester sans rajouter une sauce. Parce que là, le goût est assez intense. Bon, j'ai été généreux. Mais
le côté amande en poudre, levure maltée, un côté un peu salin qui se prolonge, une note un peu maltée derrière, oui c'est vrai, mais pas trop forte. C'est un équilibre. C'est plutôt bien vu. Bah, j'aime bien. Je partais sur la déception, je vous avouerai, mais en fait, ça fonctionne, c'est original, faut juste pas penser « je vais trop trouver un goût de parmesan ». Si on accepte ça, et qu'on se laisse un peu cueillir par le goût un peu unique de ce produit, dire « ah, bah, c'est super sympa, ça change », et de manière positive. Alors, au-delà du plaisir gustatif, j'ai regardé un petit peu le tableau nutritionnel, voir le taux de protéines, parce que ça devrait donner quelque chose. Et là, je suis hyper surpris. On est quand même à 24 grammes de protéines au 100 grammes, ce qui veut dire qu'on enrichit vraiment son plat. Bon, c'est sûr, vous n'allez pas mettre 100 grammes de poudre, parce que bon, là, il y a 500 grammes dans un sachet, ça ferait très cher, et puis ce serait pas bon. Donc non, pas exagéré. Mais c'est toujours ça de prix, c'est toujours ça de plus. Bon, donc, expérience satisfaisante, bonne découverte d'un nouveau produit Coro. Et avant d'aller manger mes pâtes tant qu'elles sont chaudes, je vous rappelle que vous avez un code de promotion que vous pouvez utiliser pour avoir moins 5% sur votre commande sur le site de coro.fr. Le code Sébastien Cardinal, comme d'habitude, et ça vous le savez déjà. Et alors, petite astuce pour ceux qui ne sont pas habitués au site de Coro, il y a un onglet nouveautés. Et dans cet onglet, vous trouverez les nouveautés. L'intérêt, c'est que vous allez pouvoir avoir les frais de port offerts, quel que soit le montant de votre commande, si vous intégrez une nouveauté. Alors certes, généralement, de toute façon, moi quand je commande, les frais de port sont forcément offerts parce que j'excède le minimum requis. Mais pour ceux qui veulent faire des petites commandes, c'est une bonne astuce, vous glissez un de ces produits-là, et même si les autres produits ne correspondent pas à des frais de port offerts, ils le seront quand même, parce qu'il y a un produit dans cette gamme. Voilà, c'était mon petit tips. Alors oui, on se retrouve en cuisine, mais cette fois-ci, on ne va pas parler de bouffe. Non, on va parler d'un produit ménager, parce qu'il ne faut pas oublier que quand on est vegan, ça ne s'arrête pas à l'alimentation. Enfin, normalement, vous le savez, mais j'aime bien le rappeler, c'est un mode de vie complet, et l'idée d'appliquer certains principes va dans tous les aspects de la vie. Donc, quand on choisit des produits d'entretien, il est évident qu'on ne prend pas de trucs qui contiennent des produits d'animaux, ça existe, et on ne va pas acheter des produits qui sont testés sur les animaux. Et on en trouve. Mais quand c'est bien certifié ou bien noté vegan, ça fait plaisir. Et là, c'est le cas avec une nouveauté qui fait un peu le buzz, j'avoue, sur les réseaux sociaux. The Pink Stuff. Alors c'est quoi The Pink Stuff? J'avoue que moi, j'en avais pas du tout entendu parler, contrairement à Laura, et l'ami Florian aussi. Voilà, donc je me suis laissé tenter à utiliser le truc, et j'avoue, j'ai été bluffé. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une pâte à nettoyer, je vous montre, et comme le nom l'indique, c'est rose. Ouais, bon, ok, rose pâle, c'est pas le rose agressif de l'étiquette. D'ailleurs, en parlant d'étiquette, je disais que c'était vegan. Voilà, c'est bien marqué. Et quand on va sur le site officiel de la marque, on a bien dans la FAQ qu'il n'y a aucun test sur les animaux, etc., etc. Donc tout va bien, tout va bien. Donc cette pâte, on va l'étaler sur une surface à l'aide d'une éponge, d'un chiffon, frotter, et ça va tout nettoyer. Telle est la promesse. Et j'avoue, à mon sens, la promesse est tenue. Mais je vous laisse juger. Alors je tiens quand même à préciser, parce que là je vais faire l'évier de la cuisine, je l'ai fait avec cette pâte il y a exactement une semaine. Le truc, c'est que en habitant à Paris, on a une eau particulièrement calcaire. C'est très pénible d'ailleurs. Ce qui fait qu'il suffit d'avoir quelques traces d'eau et pas sécher l'évier, mais qui sèche son évier, a priori, pour que dès le lendemain, il y ait des traces de calcaire, des traces blanches et qui s'incrustent. Donc voilà. Donc là, il y en a. Je sais pas si ça va être très visible à la caméra. Mais là j'ai carrément du relief. Hein.
et partout, j'ai des éclats d'eau qui marquent tout. Mais j'ai jamais un évier parfaitement propre et brillant, c'est quasiment impossible. Et puis il y a les traces de thé qui arrivent à s'incruster, bon, bref. J'essaye d'avoir quelque chose de propre, mais c'est pas évident à entretenir, donc là, The Big Stuff va faire son office. Allez, hop. Donc, je prends juste un petit chiffon humide. Voilà. Ça, c'est déjà bien suffisant. Et on y va. Des petits cercles. Tout simplement. Pour commencer. Là, j'insiste sur la partie où il y a vraiment des traces énormes qui se forment. Et on remonte. Bon, je vais pas vous apprendre à nettoyer un évier quand même. C'est pas l'idée de la vidéo. Ce qui est intéressant, c'est que dès qu'on commence à frotter très légèrement, je ne mets aucune force, il y a cette odeur de métal qui agit. C'est vraiment très, très typique. Alors que, encore plus curieusement, cette pâte, elle a une odeur, pour moi, de yaourt à la framboise. Carrément. Donc, ce qu'il y a dans l'évier et ce qu'il y a là, ça n'a rien à voir. Ça sent plutôt bon. Hein. Donc là, j'ai laissé agir. Et alors, pareil, hein, c'est difficile de vous montrer, mais c'est gris. En fait, cette poudre un peu rose est devenue grise, tellement ça a décollé de choses. Je vais rincer. Voilà, c'est fait. Cette opération m'a pris 2 minutes. Et là, j'ai pris le temps de sécher pour vous montrer la différence. Bah oui, quand même. Et voilà le travail, les amis. Bon, bien sûr, hein, j'ai fait les deux. Mais c'est là que je vous ai concentré mes efforts. Il n'y a plus une seule trace. Nulle part. C'est shiny. Ah, du coup, j'avoue, je suis convaincu. Bah, c'est pour ça que je vous en parle d'ailleurs. Hein, sinon, j'allais pas vous faire toute une séquence sur juste un produit qui nettoie bien. C'est juste que pour moi, là, ça nettoie exceptionnellement bien sans aucun effort. J'ai l'impression de parler comme une pub. Ce qui n'est pas du tout le cas. Là, vraiment, l'expérience est positive. Je sais qu'il y a d'autres produits de cette marque, version spray, version machin. Je ne sais pas ce que ça vaut. Ce qui était intriguant, c'est cette pâte rose, qui fait beaucoup penser, un petit peu dans son principe, à un vieux produit ménager qu'on appelle la pierre blanche. Vous connaissez certainement ce bloc dur, un peu comme de la craie, et qu'on étale pareil, et qui est légèrement abrasive. C'est un peu le même principe, en peut-être plus contemporain, peut-être que ça reprend les mêmes compositions, alors c'est pas exactement la même chose, mais je suis sûr, ça vient de là, ça vient pas de nulle part. Mais ça marche mieux, parce que la pierre blanche, j'en ai encore, et c'est cool, mais c'est pas aussi efficace. Et donc, au-delà de l'inox de l'évier, j'ai fait aussi des casseroles, des fonds de casserole, le cul de casserole un peu cramé. On réussit à récupérer ça. Alors, il faut mettre un petit peu plus de force, mais ça fonctionne quand même. Tout ce qui est salle de bain, tout ce qui est surface, bah, ça marche. Je vais essayer prochainement les bords de porte, parce que vous savez, à chaque fois qu'on prend une porte, bah, souvent, on n'a pas les mains parfaitement propres, et puis au bout d'un moment, ça fait des taches un peu brunes. Je suis sûr que je peux récupérer les portes avec ça. Bref, produit miracle, certainement pas. Produit efficace, absolument. Mais je serais curieux de savoir si vous en avez entendu parler, et si vous l'avez vous-même essayé, ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez des retours aussi positifs? Est-ce que vous avez eu des constats d'échec? Ou au contraire, une sorte de magie qui s'installe grâce à un produit d'entretien efficace? Bon, alors ça se trouve où? Florian l'a trouvé dans un magasin qui s'appelle Normal, que je ne connais pas. Et visiblement, il y a des choses vraiment pas chères. Et ce gros pot de 850 grammes était à 3 €, ce qui est ridiculement bas par rapport à ce qu'on va avoir sur le site officiel qui vous permet d'acheter, ou sur Amazon, qui est aussi un revendeur, où on est plutôt à 8,99 € pour le même. 8,99 €, 3 €, je pense que la question elle est vite répondue. Mais voilà, chacun achètera là où il peut, parce que Normal, personnellement, je ne sais pas où ça se trouve exactement. Lui, c'était à La Défense.
Après, je ne sais pas. Mais si vous l'avez trouvé dans un magasin plus standard, n'hésitez pas aussi à le dire en commentaire. Les plus fidèles d'entre vous m'ont déjà entendu parler du minimalisme durant quelques années, égrené sur plein de vidéos, parce que effectivement c'est un voyage qui a été relativement long et qui n'est pas fini, mais je vous ai distillé un petit peu au cours du temps mes impressions, mes recommandations en termes de livres ou de vidéos. Mais vous m'avez souvent posé la question de où est-ce que j'en étais, est-ce que ça avait apporté quelque chose dans ma vie, etc. etc. Et j'ai voulu prendre du temps avant de pouvoir répondre à toutes ces questions pour pouvoir vraiment vivre le minimalisme en profondeur et pas juste effleurer la surface. Alors aujourd'hui, je vous propose de faire un petit bilan sur cette démarche personnelle et vous dire ce que ça m'apporte et surtout déjà reprendre un peu les fondamentaux de qu'est-ce que c'est que le minimalisme et voir est-ce que ça pourrait s'adresser à vous ou pas. Alors déjà, on va définir ce que c'est que le minimalisme parce que derrière ce mot se cachent différents concepts adaptés à certaines sphères. Le minimalisme artistique est quelque chose qui est apparu dans les années 60 et qui n'a rien à voir finalement avec le minimalisme en tant que philosophie de vie. Cette philosophie de vie, elle a pour concept de se séparer de tout ce qui nous éloigne de l'important. Donc, c'est un refus très clair du consumérisme et c'est très hérité de certaines philosophies bouddhistes zen, entre autres, mais on retrouve aussi ce genre de choses chez pas mal de philosophes grecs. C'est pas nouveau, c'est pas nouveau. L'idée derrière, c'est à la fois de se contenter de la simplicité, s'éloigner de la dépendance matérielle et quelque part se recentrer sur soi en termes de simplification de vie et de recherche du bonheur. Ça peut paraître un peu abstrait, mais aux pratiques, au quotidien, il y a un véritable résultat. Il y a un petit dicton qui reflète un peu l'esprit du minimalisme, qui est souvent très repris. Pour illustrer, c'est « less is more ». Moins, c'est plus. Dans cette simple phrase, effectivement, on peut comprendre un peu l'idée. Se déposséder volontairement permet de gagner davantage de bénéfices. C'est très contre-intuitif par rapport à ce qu'on nous apprend depuis quasiment toujours, où on cherche la satisfaction et le confort à travers le matériel. Là, c'est un contre-pied. L'idée est de se satisfaire du moins possible en étant très intentionnel dans sa vie et en ayant le sens de l'essentiel. Alors bien sûr, le minimalisme revêt différents stades, différents degrés d'application et de satisfaction selon les individus. Vous allez des minimalistes qui possèdent encore pas mal de choses, dont je pense faire partie, parce que je suis très loin du dépouillement, à du minimalisme extrême où des gens vont clairement se contenter d'avoir un certain nombre d'objets définis en disant « je n'ai pas besoin de plus ». Bref, ce sont deux visions qui cohabitent, mais qui sont très éloignées l'une de l'autre au quotidien, puisque typiquement, vous donner un exemple concret, le minimalisme extrême va se limiter à avoir de quoi satisfaire ses propres besoins au quotidien, donc un couteau, une fourchette, une cuillère et une cuillère à soupe avec une assiette polyvalente. Voilà. Alors que des gens minimalistes comme moi, on va se contenter d'avoir un set de couverts pour pouvoir recevoir. Mais le maximalisme, à l'opposé du minimalisme, aurait plutôt tendance à vouloir avoir des sets de couverts différents selon les occasions, entre le côté du quotidien, le côté pour recevoir, le côté particulièrement luxueux, et potentiellement avoir plusieurs ménagères pour au cas où. Donc par ce simple exemple, je pense que vous comprendrez que le minimalisme s'adapte finalement à votre besoin. Il n'est pas dogmatique avec des règles extrêmement strictes qui font de vous un bon minimaliste ou un mauvais minimaliste.
On peut être minimaliste et collectionneur en ayant beaucoup d'objets, mais ce ne sera que dans un sujet très particulier. Ça ne voudra pas dire que le reste de votre vie sera particulièrement encombré par les possessions. Encore une fois, on va essayer de voir des exemples à travers la méthode qui fait qu'on devient minimaliste, et il faut le faire avec beaucoup de cœur et beaucoup de réflexion et pas se précipiter, parce qu'on parle quand même de se déposséder, c'est-à-dire renoncer à ce qu'on a déjà. Et ça, c'est pas forcément simple pour tout le monde. Autre petite précision qui est importante, le minimalisme, même s'il est dans le refus du consumérisme global, il n'est pas lié au mouvement frugaliste, même s'il y a des connexions évidentes. Un frugaliste par essence va être minimaliste. Il ne pourrait pas en être autrement. À l'inverse, être minimaliste ne veut pas dire être frugaliste. Typiquement, là où un frugaliste va essayer de dépenser le moins d'argent possible, non pas par radinerie, mais dans un souci d'économie plus globale et de projet, le minimaliste classique, lui, peut dépenser beaucoup d'argent sur une seule et unique pièce. Voilà. Ça, c'est une différence fondamentale qu'il faut bien avoir en tête. Alors, la première étape qui me paraît essentielle dans ce voyage minimaliste, c'est de commencer par faire ce qu'on appelle un désencombrement. Cela consiste tout simplement à faire le tri dans ses possessions matérielles pour y voir plus clair. Et forcément, ça passe par un grand questionnement et une remise en question par moment sur ce que l'on pense vraiment aimer, les choses auxquelles on tient, et l'inutilité qui nous a envahis. Il y a différentes phases, et un désencombrement intelligent ne se fait pas rapidement. Enfin, c'est mon opinion. Si vous prenez vos placards où il y a vos vêtements, des choses évidentes seront ces vêtements qui ne vous correspondent plus en termes d'esthétique, mais que vous avez gardé, voilà, parce qu'ils sont là et vous ne savez pas quoi en faire. Vous avez ces vêtements qui ne sont plus à votre taille, parce que, voilà, notre corps évolue avec le temps. Gardez des anciens vêtements qui ne nous vont plus, juste en disant, oui, mais peut-être qu'un jour, je les remettrai. C'est pas utile. C'est pas utile parce que il faut savoir vivre au présent et pas dans un hypothétique futur. C'est toujours cette peur du futur qui fait qu'on s'encombre dans un excès de prudence. C'est pour ça qu'on parle du minimalisme comme d'une philosophie, parce qu'elle est vraiment ancrée dans notre présent. D'ailleurs, on retrouve beaucoup de liens entre le minimalisme et le stoïcisme, mais ça, c'est une autre histoire. Dans les vêtements, vous aurez aussi parfois des vêtements à charge émotionnelle, des souvenirs. Typiquement, un t-shirt d'un concert que vous avez adoré il y a 30 ans et que vous avez gardé, alors que vous ne le mettez jamais, mais vous l'avez conservé quasiment religieusement. La question se pose, est-ce que ça vaut la peine de le garder? Il y a ces vêtements que vous avez en multiples exemplaires, mais que vous ne mettez jamais. On se rend compte que posséder énormément de la même chose ne sert pas à grand chose non plus. Bref, ne serait-ce que si vous calquez cette idée des vêtements sur votre cuisine, votre salle de bain, votre salon, votre bureau, que sais-je encore, vous allez vous rendre compte que c'est toujours la même mécanique. Il y a des choses que vous gardez par habitude et que vous ne voyez plus, des choses que vous gardez par nostalgie, des choses qui vous sont profondément utiles, heureusement, des choses que vous gardez dans un hypothétique futur, etc., etc. Eh bien, le désencombrement passe par cette phase de regarder les choses en face et de faire un tri conscient. Il est évident que tout ce qui n'est plus à votre taille et que vous n'aimez plus, c'est facile de s'en séparer. Des choses qui relèvent d'une charge émotionnelle, d'une partie de vous, de votre histoire, peut être un peu plus compliqué. C'est pour ça que je parle de prendre son temps pour ne jamais se précipiter et potentiellement avoir des regrets. Alors dans notre cas, alors je dis nous parce que Laura est totalement partie prenante de ce mode de vie, parce que sinon ce serait un peu compliqué. Notre désencombrement a été relativement simple dans, on va dire, 80% des cas. Il n'y avait pas d'ambiguïté sur on allait se séparer de choses, c'était évident.
Le bonheur dans l'histoire, c'est que, vous le savez, on vit à Paris et dans un appartement qui n'est pas bien grand. L'avantage, c'est que tout à coup, l'appartement devient beaucoup plus viable, aéré, ça respire. Parce que quand on a commencé à se débarrasser de pas mal d'objets, eh bien on finit par se débarrasser aussi du meuble qui correspond au rangement. Bah oui, bah oui. Encore une fois, je fais appel à votre mémoire, souvent sur mes plans de vidéos de mes anciens journaux, quand je vous parlais de séries télé ou de chaînes YouTube, vous pouviez voir derrière mon bureau des grandes colonnes avec des CD dedans. Bon, voilà, j'avais 4 grandes colonnes de CD, puisque j'avais environ 800 CD en ma possession, et à partir du moment où je me suis séparé de tous ces CD, eh bien, les étagères à CD n'avaient plus aucune fonction à remplir. Donc, là encore, je les ai donnés. Et donc, pour se débarrasser de nos affaires, on a principalement fait des dons chez Emmaüs, mais avant tout, on propose toujours à nos proches pour voir s'ils ont un besoin et que le hasard fait bien les choses. Ce serait dommage, effectivement, de ne pas donner à nos amis s'il y a un besoin. Voilà. L'idée n'est pas de se décharger sur ses amis, mais bien de leur faire plaisir. C'est un point aussi auquel il faut réfléchir, c'est quand on est dans le désencombrement, il faut accepter d'entrée de jeu que rien n'a de valeur. Du moins, que l'argent qu'on a dépensé est perdu. Je reprends l'exemple des CD. J'avais beaucoup de CD qui étaient style un peu collector, voire numérotés, etc. Et quand on se confronte à la réalité du monde de l'occasion, eh bien on se rend compte qu'un CD qu'on a pu acheter il y a 20 ans, 20 €, on se dit « Ah bah je vais faire une plus-value, puisque c'est du collector, c'est rare et tout ». Et la réalité c'est que si on nous le reprend 50 centimes ou 1 €, c'est déjà bien. Donc, bon, voilà, il y a vraiment une illusion autour de la série limitée qui est du niveau du marketing pour nous faire croire qu'en mettant un peu plus cher, on investit sur l'avenir, alors que c'est totalement faux. Et pourtant, c'est un truc qui marche toujours. Le collector est toujours à la mode. Cela dit, on a quand même revendu quelques affaires, principalement des vêtements qui étaient en très bon état. Alors, je vous avais déjà parlé à l'époque, on avait utilisé Vinted. Bon, voilà, c'est plus d'encombrement, je trouve, mental qu'autre chose, entre photographier les affaires, les mettre en ligne, espérer avoir quelqu'un qui est intéressé, qu'ils veuillent bien payer le prix demandé, même si c'est pas cher, éviter tous ceux qui essayent de gratter le moindre euro, qui nous font perdre du temps, enfin bref. C'est une phase un peu logistique lourde, parce qu'après, il va falloir aussi trouver du carton bien emballé, envoyer ça en point relais, bref. Si c'est pour des sommes importantes, je comprends qu'on s'embête à le faire, ça vaut la peine, mais si c'est pour revendre 3 t-shirts à 5 €, je pense que notre temps est plus précieux. Donc, Emmaüs, c'est bien. Au-delà d'objets très concrets comme, je vous disais, des CD, des DVD, des boîtes de jeux vidéo, des livres, des bandes dessinées, des meubles, ou de la vaisselle, une collection de mugs, etc. Enfin, vous voyez le tableau. On va arriver à un moment sur un encombrement qui ne se montre pas trop, parce que généralement il est conservé dans des boîtes ou dans des tiroirs, et on se trimballe ça sur des années sans vraiment y faire attention. Je parle de la correspondance. Je sais que parmi vous, les plus jeunes d'entre vous d'ailleurs, peut-être pas eu l'habitude de correspondre avec leurs amis à l'écrit, d'avoir une relation épistolaire, mais ça se faisait beaucoup. Et moi-même, j'ai retrouvé énormément de lettres d'amis qui étaient partis à l'étranger, avec qui je devais garder le contact avant l'ère d'Internet. Des vieilles cartes postales, des cartes de vœux, des faire-part, enfin, toute cette correspondance papier, généralement on la garde. Et c'est un point un peu particulier de se dire que on va renoncer à toute cette partie de notre histoire. C'est pas si simple pour certains. Pour moi, ça n'a pas été très compliqué parce que je vis pas dans le passé. J'estime que ma mémoire est suffisante pour me rappeler de l'essentiel et que ce qui est oublié devait l'être. Voilà. Pourtant, j'ai gardé avec moi pendant plus de 25 ans, pour la plupart, des lettres avec des vieux amis, qui sont toujours mes amis aujourd'hui. Et ces lettres, je ne les ai jamais relues depuis le jour où je les ai reçues. Donc je les gardais religieusement pour rien.
mais ça prend de la place, surtout quand on multiplie par le nombre de personnes. Tout ça, eh bien, je les ai passés au broyeur à documents pour garder une certaine confidentialité, et franchement, sans aucun regret, parce que, voilà, il n'y a pas de problème à se séparer juste de bouts de papier, qui d'ailleurs, soit dit en passant, sont souvent illisibles parce que les encres, avec le temps, s'altèrent, même conservées dans une boîte dans le noir. Dans le même sujet du papier, on va parler de tout ce qui est documents administratifs, alors que ce soit des vieilles factures d'électricité, des relevés de banque, des garanties d'appareils d'électroménager, etc., etc. On accumule un nombre incalculable de documents administratifs, de papier, qui ne nous servent à rien au quotidien. Alors, attention, il y a un délai légal en France, selon le type de document où on doit les conserver. Alors, de nos jours, quasiment tout est dématérialisé, donc on ne reçoit plus le papier, on n'a pas besoin de le traiter. En revanche, renseignez-vous, il y a une liste officielle de documents à conserver un certain temps. Mais pour le reste, pourquoi les garder? Juste au cas où quoi? C'est une question qu'il faut se poser. Donc là aussi, quand on commence à faire très attention aux détails de tout ce qui est papier administratif et du délai de garde, on se rend compte qu'on peut se débarrasser de 80-90% des documents. Ça fait beaucoup de place. Là aussi, je vous engage à avoir une broyeuse à papier pour pouvoir garder une certaine confidentialité et pas juste jeter ça dans le recyclage. Parce que bon, il y a quand même pas mal d'informations qui sont très personnelles sur ce genre de documents généralement. Et bien sûr, pour tous les documents qu'il vous reste, vous pouvez aussi, si vous êtes équipé d'un scanner, les numériser. D'ailleurs, c'est un point qu'il faut vraiment considérer de nos jours. Le minimalisme contemporain est très épaulé par le côté numérique. C'est-à-dire que, oui, vous n'avez plus de CD physique potentiellement, mais vous avez votre musique en ligne, vous n'avez plus des documents administratifs, vos factures, votre correspondance, mais vous avez vos emails et vos documents dans les espaces style le site des impôts, etc. Vous avez déjà accès à tout ça. Pareil pour la majorité des modes d'emploi de vos appareils, vous les avez en version digitale, pas besoin de garder le fascicule traduit en 12 langues qui vous fait la taille d'un livre dans votre bibliothèque. Les livres, alors je vous pousse très souvent à aller vers le livre numérique, mais parce que ça a un côté très pratique, et en tant que minimaliste, pour moi ça a un sens, c'est d'avoir toujours sa bibliothèque dans la poche finalement. On peut multiplier effectivement le côté dématérialisation sur quasiment tout, et c'est très pratique. On a une chance infinie de nos jours. Alors une fois qu'on a fait le tri chez soi, qu'on est bien, qu'on a vraiment été très clair dans ce qu'on avait besoin et ce dont on n'avait plus besoin, vient le quotidien. Parce que beaucoup de gens passent par cette phase de désencombrement comme étant quelque chose de un peu magique. Il y a quelque chose de très excitant dans cette idée de se séparer des choses. Je vous garantis qu'il y a un vrai effet. Si vous mettez dans le désencombrement, vous comprendrez que, étrangement, il y a une vraie satisfaction par la libération de tout ce qui nous encombre. Je voulais vous parler effectivement du quotidien, à savoir ne pas réencombrer. Eh oui, c'est important. Une fois qu'on a fait le vide, l'idée n'est pas de re-remplir de nouvelles choses et de ressombrer dans un cycle d'achat compulsif, d'achat soi-disant réconfortant, etc., etc. Il faut travailler sur ce qu'on appelle l'intentionnalité de l'achat. C'est-à-dire savoir se poser les bonnes questions par rapport à nos désirs et nos besoins. L'idée n'est pas, dans le minimalisme, de ne faire que des choses par une vision assez utilitariste et négliger le plaisir. Ce n'est pas vraiment ça. L'idée, c'est de trouver justement le bon équilibre. Savoir satisfaire ses besoins de manière juste, tout en s'accordant un certain plaisir qui reste raisonnable. Typiquement, la chose à faire est de toujours se poser des questions avant d'acheter quoi que ce soit. Alors je ne parle pas forcément du quotidien sur les consommables. Ce qu'on va manger, ça on en a besoin et on ne va pas réfléchir 2 semaines sur est-ce que j'achète un sac de haricots verts ou est-ce que je prends le chou-fleur ou est-ce que je prends les deux, la folie. Non, c'est pas ça, c'est pas ça.
Par contre, quand vous avez besoin d'une paire de chaussures, l'idée c'est d'acheter une paire de chaussures quand vous en avez besoin et pas simplement parce que vous passez devant une paire de chaussures qui vous plaît bien. Si vous avez déjà une paire de chaussures qui vous correspond, est-il vraiment nécessaire d'en acheter une autre? Est-ce qu'elle vous plaît maintenant et vous vous projetez avec cette paire de chaussures dans 10 ans? Est-ce que son prix est intéressant? Est-ce que vous ne trouveriez pas moins cher ailleurs? Il y a plein de questions à se poser avant d'acheter quoi que ce soit. C'est comme ça que je fonctionne depuis de nombreuses années, bien avant même de découvrir le minimalisme, et ça m'a certainement évité d'acheter des conneries que j'aurais regrettées par la suite. Mais bon, j'ai commis des erreurs, hein, je suis comme tout le monde. En moyenne, quand quelque chose m'intéresse, me fait envie, j'achète très rarement quelque chose à sa sortie, mais je vais plutôt attendre 6 mois, 1 an, pour avoir des retours, voir si ça vaut vraiment la peine, chercher des tests approfondis, comparer les prix, estimer mon propre besoin par rapport à mon désir, etc., etc. Ce qui fait que le jour où j'achète quelque chose, c'est en pleine conscience, avec une totale satisfaction et l'assurance, quelque part, que je ne vais pas le regretter, ni aujourd'hui, ni demain. Et ça, c'est très agréable. Plutôt que de céder à une impulsion et 2 jours plus tard dire « Oh, mais pourquoi j'ai acheté ça? Ça sert à rien. » Donc voilà, je pense que là, avec ces fondamentaux, à savoir se désencombrer et avoir une intentionnalité de l'achat, on a les 2 grands piliers du minimalisme matériel, c'est-à-dire refuser de se laisser déborder et de vivre à travers nos objets. Alors, maintenant, à titre très personnel, où est-ce que j'en suis, où est-ce qu'on en est avec Laura? Eh bien, on est arrivé à un point où le désencombrement chez nous n'est plus une nécessité, puisque on a fait effectivement le maximum de ce qu'on pouvait ou de ce qu'on voulait, tout simplement. On est arrivé à un degré de satisfaction. Alors, c'est pas parfait, mais on ne s'en fait pas une obligation d'être optimal, parce que ça nous prend plus d'énergie que ça nous rapporte de satisfaction. Il y a un truc qui est très marrant, je pense, entre minimalistes, c'est qu'on est capable de lister nos possessions de manière très précise. Si je vous fais un point sur mes vêtements, vous allez voir, ça va aller assez vite. Je possède 3 pantalons, une redingote, un imperméable, j'ai 2 hoodies, un qui est double polaire et un classique. J'ai 10 caleçons, 10 paires de chaussettes, un foulard, 2 polaires, 5 polos de ce type et 5 t-shirts, une ceinture, un bonnet, une casquette, un chapeau melon, 2 paires de chaussures. Mais bon, là encore, ce n'est pas non plus une absolue nécessité que de n'avoir que ça. C'est comme chacun le voit, ça dépend du style. Moi, je m'habille que en noir, donc c'est très facile. Il y a beaucoup de gens qui essayent de faire une collection capsule, à savoir d'avoir que des pièces qui peuvent se combiner les unes avec les autres pour recréer une tenue différente juste en mélangeant 2 éléments. C'est très malin. Alors c'est pour ça que dans l'esthétique minimaliste, qui est une chose qui existe, on voit souvent des personnes habillées avec du noir, du gris, du bleu marine, du beige, du blanc, du marron sombre, pour que ça puisse matcher ensemble très facilement, sans se prendre la tête, en gardant une certaine élégance et un certain style. Et c'est marrant, au plus j'y pense, au plus je vois un lien très fort entre l'idée du minimalisme et le véganisme. Je veux dire par là, quand on est vegan, on fait un choix philosophique, éthique, de consommation, en refusant les produits animaux ou liés à l'exploitation animale. Donc, nous refusons très clairement parce qu'ils ne sont pas utiles ou nécessaires. On peut se permettre de les refuser parce que ça ne nous apporte rien de nécessaire et de vital. Et bien le minimalisme, quelque part, c'est ça. C'est se dire, je n'achète pas des trucs ou je ne garde pas des choses parce que ils ne sont pas utiles ou vitaux pour nous. Bref, personnellement, je vois dans le minimalisme aussi une dimension relativement éthique, de manière globale, puisque ça refuse les principes de surconsommation, ça permet aussi d'aller vers une meilleure qualité, plus responsable, et pas forcément acheter le premier truc pas cher, qui vient de loin, qui a exploité des gens, et qui est très polluant, enfin, vous connaissez tout le schéma.
Donc, se recentrer sur l'essentiel permet peut-être d'y voir un petit peu plus clair et d'avoir un mode de vie plus responsable. Alors pour ceux que ça intéresse, je vais vous redonner ici quelques sources qui vous permettront de creuser davantage le sujet, même si j'en ai déjà clairement parlé dans d'autres vidéos, au moins là tout sera rassemblé au même endroit. Alors des livres, j'en ai lu pas mal sur le sujet, et en bon minimaliste, je ne vais vous en recommander qu'un seul, qui est celui qui m'a le plus parlé. Il s'appelle L'essentiel et rien d'autre. C'est un japonais du nom de Fumio Sasaki qui l'a écrit. Pour moi, tout est là. Vous lisez ça, vous avez compris le minimalisme, et vous voyez si ça vous correspond ou pas, est-ce que ça résonne en vous. C'est une évidence. J'en ai lu d'autres, des très bons, mais qui racontaient la même chose d'une manière peut-être moins sympa. Donc, voilà, j'ai eu un vrai coup de cœur sur ce livre, tant sur son style d'écriture que sur le message qu'il porte et les exemples qui sont donnés. Alors il y a quand même un second ouvrage que je recommande, même si c'est pas vraiment du minimalisme et que Marie Kondo n'est pas minimaliste, c'est La magie du rangement, dont j'ai déjà parlé. Ça vaut la peine d'être lu parce que ça prend une dimension pratique, à savoir comment effectivement savoir bien désencombrer. C'est vraiment cet axe-là, c'est comment désencombrer, faire la part des choses et bien ranger les choses, avoir un intérieur qui respire. C'est un livre qui aide à prendre beaucoup plus conscience et d'appliquer une méthode. Donc je le recommande, même si c'est pas du minimalisme, c'est lié. Alors ensuite, 2 documentaires, à savoir The Minimalist et aussi Minimalism. C'est des documentaires où interviennent Joshua Field Milburn et Ryan Nicodemus, qui sont les auteurs du livre Minimaliste. Chouette, mais pas aussi bien que l'autre. Bref. Et surtout, ces documentaires reprennent le contenu de ce livre. Donc quand vous avez vu ces documentaires, vous n'avez plus besoin de lire le livre. Très franchement, c'est pas à la peine. C'est redondant. Et les deux sont réalisés par Matt D'Avella. Et on va reparler de lui tout de suite. Car oui, j'ai 2 ressources YouTube à vous recommander, mais c'est justement la chaîne YouTube de Matt D'Avella, qui est une grosse chaîne YouTube sur le sujet du minimalisme et de l'expérience du développement personnel, mais surtout minimalisme au départ. Donc les anciennes vidéos sont très instructives. Ça a un côté didactique, par l'exemple, avec beaucoup de prise de conscience. J'ai adoré. Enfin, j'adore toujours, hein, même s'il a un peu évolué et que son minimalisme est un peu relativisé à l'heure actuelle, du fait qu'il vient d'acheter une baraque et qu'il a un enfant maintenant, avec son épouse. Mais c'est intéressant. Justement, là aussi, c'est toujours intéressant parce qu'il essaye de recadrer les choses dans un angle philosophique, donc ça reste instructif. Mais si vous cherchez vraiment du contenu minimaliste, c'est sur ces anciennes vidéos que ça se passe. Et enfin, une chaîne française, et oui, Une vie simple et zen, où on a effectivement un côté de réflexion autour du minimalisme, du rangement, qui est fait avec beaucoup de sensibilité, beaucoup de bienveillance et surtout avec un véritable propos. C'est très chouette, donc je vous recommande fortement d'aller jeter un œil sur la chaîne d'Aurélie parce que à chaque fois, c'est très posé, c'est très simple, mais on en ressort toujours grandi. Alors pour finir, on peut se poser la question de mais c'est pour qui le minimaliste? Le minimalisme, je pense que ça s'adresse à n'importe qui se pose des questions et qui sent que sa vie a besoin d'être un peu plus organisée, qui a besoin de temps, de réflexion, d'espace, d'arrêter d'être parasité par tout et n'importe quoi, de pouvoir se concentrer. Ça fait partie d'une sorte d'hygiène de vie, à mon sens, et c'est très plaisant. Ça permet peut-être aussi de dépenser moins d'argent par moment pour mieux investir. Bref, je vois différents profils, mais il n'y a pas un profil unique. Je ne vais pas recommander le minimalisme à n'importe qui, juste par principe, parce que pour moi, ça reste une démarche très personnelle, même si, oui, j'aurais tendance à dire, on a tous à y gagner, on a tous à y gagner. Mais voilà, c'est pas quelque chose qui est simple pour tout le monde, et je pense surtout quand on est à deux, faut vraiment que ce soit un voyage en commun, main dans la main, et pas juste un des deux qui s'y met, parce que ça peut pas marcher. Ça peut pas marcher comme ça. Mais si vous avez envie de vous y mettre, regardez un peu les sources que je vous ai mis en barre d'infos, dont je viens de vous parler.
Ça vous aidera à y voir beaucoup plus clair si le sujet vous parle, et vous pourrez le creuser et le mettre en application à bon escient, avec intelligence, en prenant votre temps surtout, car encore une fois, n'oubliez pas, quand vous vous séparez d'un objet, il est parti et c'est pour toujours, donc ne restez pas avec vos regrets par la suite. Il vaut y avoir bien réfléchi par avance, c'est mon gros conseil. Enfin, bon, la question est, est-ce qu'il y a des minimalistes parmi vous? Est-ce que vous vous reconnaissez dans cette démarche si vous ne l'êtes pas et que ça vous a peut-être allumé un truc au fond du cerveau? J'aimerais bien avoir votre opinion sur cette philosophie de vie, sur ce mouvement, et on en discute dans les commentaires. Ok les amis, il est temps de faire un repas. Et on avait acheté des pommes de terre, des vraies, fraîches, pas surgelées. Et ça nous arrive aussi. Et bah oui, on avait 2 kilos, donc on a utilisé 1 kilo, il reste 1 kilo de pommes de terre, et elles commencent légèrement à germer. Je me dis, il est temps de s'en occuper. Et j'ai décidé aujourd'hui de vous proposer une petite recette de galettes de pommes de terre au tofu, aromatisée au gochujang, cette fameuse pâte de piment fermenté coréenne que j'adore. Ça va être hyper simple à réaliser, vous allez voir, et surtout, ça va être très, très bon. Voilà. Le plus long finalement, c'est de faire cuire plusieurs pancakes de pommes de terre. Voilà. Et mieux vaut avoir plusieurs poêles, s'organiser autrement. Mais avec une seule poêle, en faire autant, quand même. Vous n'avez peut-être pas vu à l'image, mais j'ai pu préparer 6 galettes, soit 3 doubles. Donc c'est long. Mais ça sent bon. Et j'ai envie de goûter. Et c'est maintenant. Oh. Vous pouvez me croire, ça a beaucoup de saveur. Bon, forcément, moi j'ai dosé le gochujang de manière un peu généreuse parce que j'ai envie que ça envoie. Mais malgré tout, c'est pas en surcharge. Ça reste pimenté, mais de manière très raisonnable. On sent bien la pomme de terre. Le tofu, c'est du tofu standard, donc il n'a pas beaucoup de caractère. J'aurais pu mettre un tofu fumé pour donner un peu plus de relief. Ça aurait été intéressant. Mais il a cette petite différence au niveau de la mâche, qui a un petit apport en protéines qui fait du bien. Donc il a sa place.
Le fromage végétal, j'ai mis une sorte de mozza qui a pas beaucoup de saveur et j'aurais préféré mettre du cheddar. Ah, mais j'en ai pas. Voilà. Et on fait comme on peut. Voilà les amis, j'espère que ça vous aura inspiré parce que finalement, je me dis qu'une recette comme ça, vous pourriez remplacer le gochujang par quasiment n'importe quoi. Une pâte de curry, du pesto, quelque chose. Et donc donner une autre note, une autre identité en gardant la même technique de pommes de terre et tofu râpé avec un liant, farine et fécule de maïs. Simple, très efficace, rapide finalement, si ce n'est le temps de la cuisson est un petit peu... C'est comme quand on fait des crêpes, c'est long. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Bon, je tiens déjà à vous remercier pour tous vos chaleureux retours par rapport à ce concept de revue de presse. Donc vous avez bien vu que cette semaine, j'en ai pas fait, parce que comme prévu, c'est pas si évident d'avoir de l'actualité fraîche chaque semaine. Même si j'ai 2-3 sujets, j'attends d'en avoir un peu plus pour faire une vraie rubrique complète. Donc, je vous donne rendez-vous très bientôt. Et n'hésitez pas à m'envoyer, comme certains le font déjà, des news que vous voyez passer par message privé sur Instagram, tout simplement. Ce sera très pratique. Voilà, voilà. Bon, bah, je crois que j'ai tout dit. J'espère que vous avez passé un très bon moment en ma compagnie. N'hésitez pas à tout, hein. Et aussi, vous pouvez me suivre sur Thread. Hein. Je suis très actif sur ce petit réseau social Twitter-like. C'est très sympa. Donc voilà, je vous remets en barre d'infos le lien pour me rejoindre si vous le souhaitez. Sur ce, passez une très bonne semaine et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Tchuss!